Sur le chemin du travail, j'ai réalisé que j'avais laissé un dossier important à la maison, alors j'ai rapidement fait demi-tour. En arrivant à la porte d'entrée, j'ai entendu mon mari rire au téléphone, disant « Elle n'en a aucune idée ». J'ai figé quand j'ai entendu ce qu'il a dit ensuite. Je m'appelle Nan, j'ai 32 ans, et je suis la directrice financière d'un immense empire agricole biologique. J'ai doucement déverrouillé la porte d'entrée, m'attendant à ce que la maison soit vide. Au lieu de cela, j'ai entendu mon mari rire au téléphone depuis le salon. Elle n'en a aucune idée, gloussa-t-il, sa voix suintant la moquerie pure. Je me suis figé. Il parlait à sa maîtresse. J'ai retenu mon souffle tandis que l'homme en qui j'avais confiance exposait ses véritables intentions. Il lui a ouvertement avoué que tout notre mariage n'était qu'une couverture calculée, une ruse bas de gamme pour apaiser ma belle-mère, la présidente du conseil d'administration, qui avait toujours préféré mes capacités aux siennes. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang. Il n'avait pas seulement une liaison. Il complotait activement pour détruire ma vie. Avec une excitation glaçante, mon mari a détaillé un plan diabolique pour falsifier les registres comptables internes et simuler des virements électroniques. Il mettait en place un piège élaboré pour m'accuser d'avoir détourné des millions de dollars des fonds de l'entreprise. Une fois qu'elle fera face à une peine de prison fédérale, ma mère n'aura d'autre choix que de la renvoyer, se vanta-t-il auprès de la femme à l'autre bout du fil. Son objectif ultime était de ruiner complètement ma réputation, de me forcer à quitter mon poste de direction et de reprendre le contrôle total de l'empire auquel il estimait avoir droit. Mon monde s'est brisé en un instant, mais je ne me suis pas effondré. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous voulez voir exactement comment je me suis défendu, comment j'ai déjoué ces pièges juridiques et comment j'ai fait payer à ce traître arrogant un lourd tribut pour sa cupidité, veuillez vous abonner, aimer cette vidéo et rester avec moi jusqu'à la toute fin. Dès que je me suis éloigné de la porte d'entrée, je me suis enfermé dans ma voiture. Mes mains tremblaient violemment alors que je serrais le volant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application d'enregistrement vocal et fixé l'écran. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. J'ai appuyé sur lecture. L'audio capturé à travers l'entrebâillement de la porte a rempli le silence du véhicule. Les mots froids et calculateurs de Shan résonnaient depuis le haut-parleur, confirmant chaque détail de son plan. Il a exposé son projet de falsification des registres comptables internes. Il a ri des faux virements électroniques. Je n'avais pas mal entendu la cruelle réalité. Il complotait activement ma chute et se préparait à m'envoyer en prison fédérale. En écoutant sa voix, les pièces manquantes de notre mariage se sont finalement mises en place. J'ai compris exactement pourquoi il nourrissait une haine si profonde à mon égard. Cela remontait à la décision du conseil d'administration 2 ans plus tôt. L'empire agricole biologique perdait de l'argent à cause de terribles investissements que Shan avait supervisés. La faillite était imminente. Je suis intervenu, j'ai restructuré la dette de l'entreprise, renégocié les contrats de la chaîne d'approvisionnement et stabilisé les revenus trimestriels. Reconnaissant mon impact direct, Lucille a contourné son propre fils et m'a nommé directrice financière. Shan se sentait en droit d'occuper précisément ce siège de direction. Il croyait que l'entreprise lui appartenait par le sang. Mon succès l'a humilié devant le conseil d'administration. Au lieu de travailler plus dur, il a laissé sa jalousie s'envenimer en un projet criminel pour récupérer le poste. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai appelé mon avocat, Nelson. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai rapidement exposé les faits, expliquant les documents falsifiés et le montage du détournement de fonds. Nelson, je l'ai sur bande. Il va m'accuser de fraude financière pour forcer la main du conseil et obliger Lucille à me renvoyer, ai-je déclaré, gardant ma voix stable malgré l'adrénaline. Écoutez-moi attentivement. Ne lui faites pas savoir que vous avez entendu quoi que ce soit, a immédiatement instruit Nelson, passant en mode professionnel complet. Le silence absolu est votre meilleure arme en ce moment, non. Ne confrontez pas Shan. Ne changez pas votre routine ou votre comportement à la maison. Nous devons sécuriser votre empreinte numérique avant qu'il n'implante les preuves fabriquées. Il veut modifier les registres internes pour faire croire que j'ai autorisé les paiements frauduleux, ai-je répondu. Il a spécifiquement mentionné l'utilisation de ma signature numérique. Alors verrouillez votre accès immédiatement. Faites appel à un expert externe pour sécuriser vos comptes d'administrateur, a dit Nelson. Je préparais une équipe d'audit jury comptable indépendante de mon côté. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le numéro de ma meilleure amie, Fiona.
Elle travaillait comme consultante principale en cybersécurité et comprenait parfaitement les réseaux d'entreprise. Fiona, j'ai besoin de ton aide, et ça doit être complètement secret, ai-je dit au moment où elle a décroché. Que se passe-t-il, non? A-t-elle demandé, entendant la tension dans mon ton. Shan essaie de m'accuser de détournement de fonds. J'ai besoin que tu établisses discrètement un pare-feu autour de tous mes comptes de direction, que tu suives chaque tentative de connexion. Que tu surveilles ma signature numérique et que tu traces les numéros de routage qu'il essaie de manipuler. Tu dois le faire sans déclencher aucune alerte du département des technologies de l'information interne de l'entreprise. Si son complice travaille dans notre division technique, ils ne doivent pas savoir que nous surveillons. Envoie-moi tes identifiants et ton jeton VPN, a répondu Fiona sans hésitation. Je mettrai en place un moniteur fantôme sur le serveur. Si quelqu'un essaie d'utiliser ton identifiant ou de falsifier ton adresse IP, j'enregistrerai leur emplacement exact, l'identifiant de leur appareil et leur frappe au clavier. Tu auras une piste d'audit complète. J'ai raccroché le téléphone et l'ai placé en sécurité dans mon sac. Le choc s'estompait, remplacé par une concentration froide. Je ne pouvais pas me permettre de faire la moindre erreur. J'ai ouvert le miroir du pare-soleil et j'ai regardé mon reflet. J'ai essuyé les larmes égarées de mes joues, lissé mon fond de teint et réappliqué mon rouge à lèvres. J'ai ajusté mon col, m'assurant que ma tenue professionnelle était impeccable. J'ai mis le contact, quitté l'allée et me suis dirigé vers le siège social. Shan s'attendait à ce que je sois l'épouse dévouée et ignorante. Je lui donnerais exactement cette performance, en utilisant son arrogance comme bouclier pendant que je démantelais systématiquement son plan. Tôt le lendemain matin, je me suis connecté au système de progiciel de gestion intégré de l'entreprise avant l'arrivée de quiconque au bureau. Je me suis assise à mon bureau, j'ai démarré mon terminal et j'ai établi une connexion VPN sécurisée vers le serveur principal. J'ai accédé au logiciel Oracle Financial en utilisant mes informations d'identification de direction. J'ai contourné le tableau de bord utilisateur standard, naviguant directement dans la base de données comptables du système. Mon objectif était spécifique. Je devais vérifier les numéros d'identification fiscale et les protocoles de routage des paiements pour tous les nouveaux fournisseurs intégrés à notre chaîne d'approvisionnement au cours des 90 derniers jours. J'ai extrait la liste principale des fournisseurs, exporté les données dans une feuille de calcul et exécuté une requête par lot pour comparer nos registres internes avec le registre fiscal fédéral. Le serveur a traité la demande, filtrant systématiquement les fournisseurs agricoles légitimes des anomalies. Le logiciel a signalé les divergences presque immédiatement. J'ai découvert 3 factures irrégulières contenant des montants énormes. J'ai ouvert le flux de travail d'approbation pour chaque document numérique. Shan les avait personnellement toutes autorisées en utilisant son code de dérogation de direction. Les numéros de routage attachés à ces factures spécifiques n'appartenaient à aucun distributeur reconnu de notre réseau. Au lieu de cela, les fonds étaient dirigés directement vers des entités complètement en dehors de nos paramètres opérationnels établis. J'ai accédé à un registre public des entreprises pour extraire les documents de constitution de ces fournisseurs spécifiques. C'étaient des sociétés écrans. Elles ne possédaient aucun historique de transactions antérieures, aucun emplacement de bureau physique et 0 registre de paie. Shan autorisait des paiements de millions de dollars pour des livraisons d'engrais organiques qui n'ont jamais existé. Il a acheminé le capital de l'entreprise à travers plusieurs comptes bancaires intermédiaires pour obscurcir délibérément la destination finale des fonds. Pendant que j'extrayais les registres de paiement et que je les exportais dans des fichiers CSV sécurisés, mon téléphone crypté a vibré sur le bureau. C'était une notification sécurisée de Fiona. Elle avait surveillé le trafic réseau pendant la nuit et scanné les journaux d'accès au serveur. Elle a détecté une adresse IP non autorisée tentant de contourner la passerelle financière interne. Fiona a lancé un protocole de traçage inversé. L'adresse IP était directement liée à l'ordinateur personnel de Shan situé dans notre bureau à domicile. Elle m'a envoyé un lien de suivi en temps réel. J'ai cliqué sur l'URL et j'ai regardé l'écran du terminal en direct sur mon moniteur secondaire. Shan essayait activement de modifier les autorisations de virement en attente. Il intégrait ma signature numérique dans les demandes de transfert frauduleuses. Il a manipulé les eurodatages du système pour faire croire que j'avais exécuté les transactions pendant mes heures de bureau normales la semaine dernière. J'ai immédiatement compressé les journaux du serveur et j'ai transmis le paquet crypté à Nelson. Il s'était déjà coordonné avec un cabinet d'audit jury comptable indépendant pour suivre les capitaux détournés.
L'équipe jury comptable a effectué une analyse algorithmique des codes SWIFT internationaux associés au numéro de routage offshore. En 1 heure, Nelson a renvoyé une analyse juridique préliminaire détaillant la structure d'entreprise des sociétés écrans. Chan n'a pas seulement détourné l'argent. Il a exécuté une manœuvre juridique complexe, déposant les statuts de constitution sous l'identité de Yolanda. Il a nommé Yolanda comme actionnaire principal et unique directrice générale sur les documents juridiques. Si les autorités fédérales ou la Security and Exchange Commission enquêtaient sur les fonds d'entreprise manquants, toute la trace écrite mènerait directement à elle. Chan mettait en place Yolanda comme le bouc émissaire ultime, s'assurant qu'elle purgerait la peine de prison fédérale pendant qu'il éviterait toute responsabilité légale. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé la ligne directe de Nelson. Il a répondu instantanément. Nelson, je viens d'extraire l'historique du logiciel de gestion intégré. Il utilise de faux numéros d'identification fiscale pour réacheminer les paiements, ai-je déclaré, en regardant la barre de progression terminer l'exportation des données. Stocker toutes les données brutes immédiatement, non. S'il découvre que nous enquêtons, il effacera le serveur avant midi, a averti Nelson, son ton strictement professionnel. Fiona est déjà en train de cloner le disque. Nous le tenons, ai-je confirmé. J'ai mis fin à l'appel. J'ai éjecté le disque dur externe du port du terminal et je l'ai verrouillé en toute sécurité dans le compartiment caché de ma mallette. J'ai fermé le logiciel Oracle, mis fin à la session VPN et j'ai systématiquement vidé mon cache local pour supprimer toute trace de mon activité matinale. J'ai disposé les rapports budgétaires trimestriels standards sur mon bureau, j'ai ouvert mon client de messagerie et j'ai commencé à taper un message de routine au département de la logistique. Les portes du bureau se sont ouvertes au fond du couloir. Je suis resté parfaitement immobile, agissant exactement comme prévu. Mercredi après-midi, Chan a commencé à exécuter son piège en plein milieu du département des finances. Il est entré dans mon bureau sans préavis, contournant mon assistante de direction et transportant une épaisse pile de dossiers de paiement de fournisseurs urgents à onglet rouge. Il a laissé tomber les lourds dossiers directement sur mon clavier, me forçant intentionnellement à arrêter de travailler sur mes projections trimestrielles. Sa posture physique était délibérément agressive, conçue pour fabriquer une situation d'entreprise à haute pression et contourner le protocole standard. Il s'est penché sur mon bureau, pointant un doigt directement sur le document de facture du dessus. « Non, tu dois approuver ces virements électroniques tout de suite ou nous perdrons la plus importante cargaison d'engrais organiques du trimestre », a insisté Chan, tapotant ses doigts avec impatience sur la surface en bois de mon bureau. Je l'ai regardé, en maintenant une expression professionnelle complètement neutre. Je n'ai pas remis en question l'urgence soudaine fabriquée ou les noms de sociétés de fournisseurs inconnus imprimés sur les en-têtes. J'ai pris mon stylo. Bien sûr, Chan. Je vais les valider via le portail de conformité standard immédiatement, ai-je répondu calmement, en signant les papiers qu'il enverrait finalement en prison. Alors qu'il se tenait là à regarder mes mains, je me suis connecté à l'interface d'autorisation de direction sur mon moniteur principal. En entrant ma signature numérique pour libérer les fonds de l'entreprise, j'ai activé un protocole financier caché. J'ai intégré un code de suivi de conformité spécialisé profondément dans les métadonnées de chaque transaction individuelle. Cette balise cryptographique invisible suivrait automatiquement le capital à travers chaque réseau bancaire international, enregistrant la séquence de routage exacte quelles que soient les modifications ultérieures apportées au registre comptable de surface. Satisfait d'avoir obtenu mon autorisation officielle, Chan a récupéré les dossiers physiques et a rapidement quitté mon bureau. J'ai immédiatement porté mon attention sur le journal d'activité réseau qui fonctionnait silencieusement sur mon écran secondaire. Comme Fiona l'avait prédit lors de notre configuration précédente, Chan s'est connecté à son propre terminal au fond du couloir exactement 12 minutes plus tard. En utilisant son accès système administratif, il a intercepté les virements en attente que je venais d'approuver. Il a supprimé les numéros de routage des fournisseurs légitimes et les a remplacés par les coordonnées bancaires offshore liées aux sociétés écrans de Yolanda. Une fois que la somme massive d'argent a officiellement quitté les comptes de l'entreprise, il a exécuté la phase critique suivante de son plan. Il a accédé à un serveur proxy crypté, a rédigé un courriel de dénonciation et a joint les fichiers de grands livres modifiés. Il a envoyé le rapport anonyme directement au conseil d'administration, m'accusant explicitement d'exécuter des transferts non autorisés de grande valeur vers des entités offshore non vérifiées. Il pensait avoir exécuté le crime financier parfait, mais il a gravement sous-estimé notre préparation juridique. Au moment précis où les fonds ont passé la première chambre de compensation bancaire,
les codes de suivi de conformité ont déclenché une alerte automatisée sur le serveur juridique sécurisé de Nelson. Nelson n'a pas attendu l'autorisation du Conseil. Il a immédiatement rédigé et déposé une ordonnance de conservation des données internes. Il a contourné entièrement la hiérarchie informatique standard de l'entreprise et a signifié le mandat juridique strict directement au centre de données central hébergeant nos serveurs d'entreprise. L'ordonnance a exécuté un verrouillage technique absolu sur la base de données Oracle. Elle a gelé tout l'environnement numérique, préservant instantanément les eurodatages exacts, les adresses IP spécifiques et les journaux d'utilisateurs non modifiés associés aux transactions frauduleuses récentes. Chan était désormais définitivement exclu de l'architecture du système. Il ne pouvait pas supprimer son historique de connexion, et il ne pouvait pas effacer le fait indiscutable que son terminal spécifique avait intercepté et réacheminé les fonds après que ma signature ait été officiellement enregistrée. Les preuves étaient cristallisées dans la pierre numérique. Ce soir-là, je me suis assise en face de Chan à la table de la salle à manger de notre maison. L'atmosphère dans la pièce était calme et complètement ordinaire. Il m'a versé un verre de vin, souriant chaleureusement, jouant parfaitement le rôle d'un mari attentionné et soutenant. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée au bureau, feignant un intérêt sincère pour ma charge de travail et mon niveau de stress. J'ai pris une gorgée délibérée de vin, le regardant droit dans les yeux, et je lui ai adressé un sourire poli et fatigué. Je me suis engagé dans la conversation domestique banale, écoutant ses paroles creuses. Il était assis là, mangeant son repas, entièrement convaincu que son piège élaboré avait parfaitement fonctionné, complètement inconscient qu'il venait de signer personnellement sa propre condamnation pour fraude fédérale. Le lundi matin suivant, une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée de toute urgence dans la salle de conférence principale de la direction. Je suis arrivé exactement à l'heure et j'ai pris ma place habituelle sur le côté droit de la table. Lucille était assise en bout de table, examinant la demande d'ordre du jour soudaine avec une expression confuse. Chan se tenait au centre de la pièce, refusant de s'asseoir. Il portait une lourde pile de documents imprimés. Sans aucune introduction d'entreprise préliminaire, il a agressivement jeté un faux grand livre comptable relié à une série d'autorisations de virements falsifiés directement sur le centre de la table. Les lourds dossiers ont heurté la surface avec un impact sonore, faisant taire immédiatement les conversations en cours parmi les dirigeants. Chan n'a pas hésité. Il m'a accusé à voix haute de commettre une fraude financière grave. Il a fait le tour de la table en distribuant des copies individuelles d'une évaluation juridique fabriquée à chaque membre du conseil. Il a affirmé que ces documents décrivaient un stratagème de détournement de fonds systématique qui avait drainé le capital de l'entreprise au cours des 2 derniers trimestres. Il a pointé les papiers, exigeant mon renvoi immédiat en tant que directrice financière et la révocation complète de mon autorité de direction. Lucille a pris la première feuille du grand livre distribué. Son visage est devenu visiblement pâle alors qu'elle parcourait les chiffres de déficit massifs imprimés sur la page. L'ampleur de la perte financière fabriquée l'a choquée. Les principaux actionnaires assis autour de la table ont commencé à murmurer. Les chuchotements bas se sont rapidement transformés en demandes directes pour une enquête interne immédiate. Le chef du comité d'audit a explicitement demandé à Chan comment il avait obtenu les données financières du système. Chan a menti sans problème, déclarant qu'il avait engagé un auditeur externe après avoir remarqué des divergences dans mes rapports de flux de trésorerie trimestriels. Capitalisant sur l'élan changeant, Chan a amplifié son attaque. Il arpentait derrière les fauteuils en cuir, élevant la voix pour s'assurer que tout le monde entendait sa justification. Il a commencé à m'humilier publiquement, utilisant intentionnellement mon histoire personnelle devant le conseil. Il a hardiment affirmé que mon origine modeste était la preuve définitive de ma cupidité. Il a dit au directeur que quelqu'un de mon statut socio-économique ne pouvait pas gérer la tentation d'une vaste richesse d'entreprise. Il a soutenu que mon succès initial dans la restructuration de l'entreprise n'était qu'un montage calculé pour gagner leur confiance avant d'exécuter ce vol massif. Il a arrêté de marcher, a pointé son doigt directement sur moi et a exigé que je rende mes jetons d'accès administratif, mes ordinateurs portables sécurisés et mes mots de passe système immédiatement. Il a insisté sur le fait que le conseil devait sécuriser le réseau avant que je ne puisse supprimer les preuves. Pendant toute sa volée d'insultes, je suis restée complètement silencieuse. Je n'ai pas bougé sur ma chaise, et je n'ai pas tenté d'interrompre sa présentation. J'ai gardé une posture droite, maintenant un regard froid et perçant entièrement concentré sur lui. Je l'ai observé opérer, le laissant épuiser son récit fabriqué. J'avais besoin qu'il s'engage entièrement dans le mensonge devant les personnes les plus puissantes de l'organisation.
J'attendais le moment précis où il s'enfoncerait si profondément dans sa propre tromperie qu'il ne pourrait plus retirer une seule affirmation. Il a présenté les métadonnées modifiées, totalement inconscient que les codes de suivi de conformité enregistraient déjà activement sa falsification numérique en temps réel sur les serveurs. Ce grand livre est la preuve claire que Nan draine l'entreprise depuis des mois, a déclaré Chan hardiment au conseil, claquant sa main à plat contre la table pour souligner sa conclusion finale. La salle du conseil est tombée dans un silence de mort. Chaque directeur, actionnaire et conseiller juridique s'est tourné vers moi, attendant ma défense. Lucille me fixait, ses mains agrippant les bords du faux rapport, attendant mon contre-argument. Je n'ai pas paniqué. Je me suis lentement penché en avant, joignant mes mains sur le bois poli de la table. J'ai regardé Chan droit dans les yeux. Êtes-vous absolument certain que ces documents sont la vérité finale et n'ont pas été modifiés, Chan? Ai-je demandé, ma voix complètement inébranlable. Il m'a regardé, une lueur victorieuse brillant dans ses yeux. Il croyait fermement que son plan avait réussi. Il a croisé les bras et a livré sa déclaration finale à la salle. Ce sont des preuves indéniables. Vous êtes fini, a-t-il ricané avec mépris. Chan s'est ensuite retourné vers Lucille et les membres du conseil, appelant officiellement à un vote immédiat des actionnaires pour mettre fin à mon emploi et autoriser la sécurité de l'entreprise à m'escorter hors du bâtiment. La pièce est restée extrêmement tendue alors que les investisseurs principaux ont commencé à examiner les documents falsifiés une dernière fois. Juste au moment où les membres du conseil ont pris leur téléphone pour appeler la sécurité de l'entreprise, les lourdes portes en verre de la salle de conférence se sont ouvertes brusquement. Nelson est entré dans la pièce, flanqué de 2 auditeurs jury comptables indépendants portant des mallettes verrouillées. Il a contourné les dirigeants surpris et s'est dirigé directement vers le centre de la table. Sans demander la permission, il a laissé tomber un énorme rapport financier jury comptable de plusieurs centaines de pages directement sur le faux grand livre comptable de Chan. Le poids du classeur a dispersé les faux virements à travers le bois poli. Maître Nelson, que signifie cette interruption? A demandé Lucille, sa voix tendue. Je suis ici pour soumettre des preuves d'audit jury comptable confirmant que ces fonds ont été virés directement sur des comptes offshore contrôlés par Chan, a déclaré Nelson à haute voix. Nelson a ouvert son classeur et a distribué les résumés exécutifs au directeur. Il a systématiquement démantelé le faux récit. Il a présenté les données du journal du logiciel de gestion intégré extraites en vertu de l'ordonnance stricte de conservation des données. Il a soumis le rapport complet de cybersécurité compilé par Fiona. Les preuves techniques étaient absolues et irréfutables. Elles traçaient explicitement les codes de conformité modifiés, prouvant que chaque modification non autorisée apportée au numéro de routage des fournisseurs provenait directement de l'adresse IP de l'ordinateur personnel de Chan. Nelson a détaillé la séquence précise des virements internationaux. Il a cartographié comment le capital s'est déplacé de la trésorerie de l'entreprise vers les comptes fictifs et finalement vers un fonds de patrimoine privé enregistré aux îles Caïmans sous la société holding de Chan. Il a soumis des déclarations sous serment des auditeurs jury comptables, certifiant légalement le processus d'extraction des données pour garantir leur recevabilité devant un tribunal fédéral. Il a affiché les eurodatages exacts montrant comment Chan a outrepassé le système interne pour manipuler ma signature numérique quelques minutes après que j'ai signé les documents physiques. Avant que Chan ne puisse formuler un seul mot de déni, les portes de la salle de conférence se sont ouvertes une deuxième fois. Yolanda est entrée. Les dirigeants ont regardé avec stupeur alors qu'elle passait devant eux, s'approchait de Nelson et lui tendait une clé USB sécurisée. Nelson a branché la clé dans le système de projection centrale de la salle de conférence, affichant un répertoire de fichiers audio. Il a expliqué au conseil qu'il s'agissait d'enregistrements originaux et non modifiés de Chan décrivant activement tout le coup monté. Yolanda avait documenté leur réunion pendant des mois. Elle a pris la décision de se retourner contre lui et de coopérer avec mon conseil juridique quelques heures seulement avant cette réunion. Lors d'un briefing confidentiel, Nelson lui avait présenté les documents de constitution légale des sociétés écrans offshore. Les documents montraient clairement que Chan avait enregistré les entités frauduleuses entièrement sous l'identité de Yolanda. Il avait explicitement conçu l'architecture financière pour s'assurer qu'elle servirait de bouc émissaire ultime lorsque les enquêteurs fédéraux remonteraient la trace des millions d'entreprises manquant. Nelson a cliqué sur le premier fichier. La voix de Chan a résonné à travers les haut-parleurs de la salle de conférence, instruisant clairement Yolanda de falsifier les numéros d'identification fiscale et de soumettre la plainte anonyme de dénonciation. La qualité audio était parfaite, ne laissant aucune place à une mauvaise interprétation. Yolanda a croisé les bras,
regardant Shan droit dans les yeux. Il m'a dit que j'étais sa partenaire, mais il m'a en fait tendu un piège pour que je prenne toute la peine pour fraude fédérale à sa place. La couleur a instantanément quitté le visage de Shan. Sa peau est devenue d'un blanc crayeux alors que la réalité écrasante de la situation se matérialisait devant lui. Il a regardé le rapport d'audit jury comptable, puis Yolanda, et enfin Lucille, dont l'expression s'était durcie en une fureur absolue. Sa bouche s'est ouverte, mais il n'a pu produire un seul son. Sa posture arrogante s'est entièrement effondrée. La preuve technique indéniable et le témoignage direct ont détruit de l'intérieur sa tromperie méticuleusement élaborée. Il se tenait figé en bout de table, réalisant que son piège avait été entièrement inversé. Les directeurs ont examiné les journaux imprimés et les preuves de routage bancaire. La confusion initiale dans la pièce s'est rapidement transformée en une indignation d'entreprise sévère. Le chef du comité d'audit a exigé que le bâtiment soit bouclé pour empêcher la destruction de toute autre preuve physique. Shan a reculé d'un pas, les mains tremblantes, réalisant qu'il ne possédait aucun levier, aucun allié et aucune issue. Les données indéniables affichées sur l'écran de projection confirmaient sa culpabilité absolue. La crise fabriquée qu'il avait initiée pour voler le poste de directeur financier avait officiellement pris fin, remplacée par la dure réalité juridique de sa trahison d'entreprise. Dans le silence de mort qui enveloppait la salle de conférence, Lucille se leva lentement de son siège de présidente. Elle n'a pas versé une seule larme. Elle n'a pas offert un seul mot de défense ou d'atténuation pour son fils. Les preuves jury comptables affichées sur le projecteur et les enregistrements audio résonnant encore dans la pièce ne laissaient absolument aucune place à la négociation. Agissant avec une autorité d'entreprise absolue, Lucille a contourné les protocoles disciplinaires standards. Elle s'est adressée au conseil d'administration et a officiellement déclaré la suspension immédiate et indéfinie de tous les titres de direction, droit de vote et accès opérationnels de Shan au sein de l'Empire agricole. Lucille a tourné son attention directement vers Nelson. Elle lui a ordonné de rédiger immédiatement les documents juridiques pour une poursuite civile complète contre Shan afin de récupérer les fonds d'entreprise détournés et les dommages de réputation associés. Elle ne s'est pas arrêtée à la frontière de l'entreprise. Lucille a ordonné à Nelson de contacter le fiduciaire indépendant supervisant la fiducie familiale irrévocable. Elle a invoqué les clauses de pénalité strictes intégrées dans le document de fiducie, exigeant que le fiduciaire suspende tous les versements financiers prévus, les dividendes trimestriels et les privilèges d'actifs assignés à Shan, avec effet immédiat. La coupure financière était absolue et juridiquement contraignante. La réalité d'une ruine financière et professionnelle totale a finalement brisé le sang-froid de Shan. La posture arrogante qu'il avait maintenue à peine 10 minutes auparavant s'est complètement effondrée. Il s'est précipité en avant, posant ses mains à plat sur la table de conférence polie, cherchant désespérément dans la pièce un allié sympathique. N'en trouvant aucun parmi les membres du conseil ou les conseillers juridiques, il a regardé directement sa mère. Il a plaidé pour la miséricorde, tentant d'utiliser leur lien biologique comme un bouclier contre les conséquences juridiques de sa propre fraude documentée. Il l'a supplié de gérer l'affaire en interne, offrant de démissionner tranquillement si elle arrêtait simplement le litige civil et débloquait son accès au fonds en fiducie. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ton fils, a supplié Shan, son visage complètement vidé de son sang. Lucille n'a pas bronché. Elle le regarda avec une expression dépourvue de toute chaleur maternelle, la remplaçant entièrement par le pragmatisme impitoyable d'une fondatrice d'entreprise protégeant son héritage. Elle a déclaré clairement que la loi fédérale concernant la fraude financière et le sabotage d'entreprise ne fait aucune exception pour les membres de la famille. Tu as cessé d'être mon fils au moment où tu as essayé de détruire cette entreprise et d'accuser la femme qui l'a sauvée, a répondu Lucille d'une voix tranchante comme un rasoir. Deux agents de sécurité en uniforme du service de protection de la direction du bâtiment sont entrés fermement dans la salle de conférence. Lucille a fait un geste vers Shan sans rompre le contact visuel avec lui. « Sécurité, retirez cet homme de ma propriété immédiatement », a-t-elle commandé. Le personnel de sécurité s'est approché de Shan des deux côtés, l'empêchant physiquement de se rapprocher des membres du conseil. Un agent a saisi professionnellement mais fermement le bras droit de Shan, le forçant à s'éloigner de la table de direction. Le second agent s'est avancé et a confisqué le badge d'accès principal accroché au revers de son costume. Ils lui ont ordonné de rendre son smartphone d'entreprise et son ordinateur portable crypté. Shan a hésité, ses mains tremblant violemment, mais la présence sévère des gardes l'a contraint à obtempérer. Il a placé les appareils électroniques sur la table, renonçant officiellement à ses dernières connexions au réseau de l'entreprise.
Il ne possédait plus aucune capacité à manipuler les serveurs de l'entreprise ou à accéder aux dossiers financiers internes. Les agents ont escorté Chan vers les lourdes portes en verre. Il a légèrement trébuché, dépouillé de son autorité et de sa dignité. Les membres du conseil ont regardé en silence absolu l'ancien dirigeant être expulsé de la pièce. Le service de sécurité l'a guidé le long du couloir principal de l'étage de la direction. Les assistants administratifs, les directeurs de département et les analystes juniors sont sortis de leur bureau, assistant à l'expulsion sans précédent. Chan a gardé la tête baissée, incapable de regarder dans les yeux les employés qu'il avait précédemment dirigés. Les gardes l'ont escorté dans l'ascenseur désigné, le descendant directement au hall du rez-de-chaussée. Ils l'ont fait passer par les portes tournantes principales, le forçant à sortir sur le trottoir public. Il se tenait seul sur le pavé, ne tenant que les vêtements qu'il portait, complètement coupés de la richesse et du pouvoir qu'il avait tenté de voler. Ses codes d'accès ont été instantanément désactivés dans la base de données centrale, verrouillant le bâtiment derrière lui. De retour dans la salle de conférence, Lucille s'est rassise dans le fauteuil de la présidente, a ajusté les documents devant elle et a officiellement demandé une motion pour nommer un directeur opérationnel par intérim. La crise interne était neutralisée et la hiérarchie de l'entreprise était fermement rétablie. 6 mois après la réunion explosive du conseil d'administration, le jugement de divorce final a été officiellement traité et approuvé par le système judiciaire de l'État de Californie. Les procédures judiciaires ont été rapides et entièrement unilatérales. Comme la Californie fonctionne selon des lois strictes sur la communauté de biens, la division des actifs a été précise. Chan a tenté de réclamer une partie de la valeur de l'entreprise, arguant qu'il avait contribué à sa croissance. Cependant, Nelson a présenté l'audit jury comptable, prouvant que Chan avait activement tenté de saboter l'entreprise. De plus, Chan ne possédait aucune action de propriété de base ni de capitaux propres acquis dans l'empire agricole. Toute sa richesse avait été exclusivement liée à son salaire de direction suspendu et à la fiducie familiale irrévocable désormais gelée. Notre contrat de mariage existant protégeait strictement mes revenus gagnés, mes options d'achat d'actions de direction et mes économies personnelles. Par conséquent, le juge-président a rejeté les demandes financières de Chan. Il est sorti du mariage les mains complètement vides. Il ne possédait aucun levier juridique pour toucher mes actifs financiers ou perturber mon contrôle de direction en cours. Le conseil juridique de Chan a tenté de faire appel de la division des actifs, mais Nelson a immédiatement contré en menaçant de déceler le dossier complet des preuves criminelles. Les avocats de Chan ont retiré l'appel le lendemain matin, finalisant la séparation absolue. Sa réputation professionnelle a été anéantie de façon permanente. Nelson a intenté avec succès la poursuite civile massive au nom de la société, tenant Chan directement responsable des dommages d'entreprise, des contrats manipulés et des frais juridiques importants associés à l'audit jury comptable. Le jugement qui en a résulté l'a effectivement mis en faillite. Mis sur liste noire dans tout le secteur financier des entreprises, Chan n'a pu obtenir un seul entretien d'embauche. Faisant face à une dette écrasante et à une expulsion immédiate, il n'avait plus d'option. Il a été contraint d'accepter un poste de chef d'équipe de nuit dans un entrepôt logistique de banlieue. Il passe maintenant ses nuits à décharger des camions de fret et à gérer les stocks juste pour payer le loyer mensuel d'un petit appartement non entretenu. Il conduit une berline d'occasion, compte ses dépenses quotidiennes et rend compte à un superviseur de car qui a la moitié de son âge. Yolanda a rompu toute communication avec lui immédiatement après que Nelson ait obtenu son accord d'immunité avec les procureurs fédéraux. Elle a fait ses valises et a déménagé dans un autre état au moment où ses comptes bancaires ont été gelés. Elle l'a complètement abandonné, laissant Chan isolé, appauvri et entièrement responsable de sa propre survie. Pendant ce temps, j'ai conservé mon poste permanent de directrice financière. La menace interne étant éliminée, j'ai continué à travailler en étroite collaboration avec Lucille, guidant l'empire agricole à travers les retombées immédiates et élargissant avec succès notre part de marché biologique dans 3 nouveaux États. Notre dynamique personnelle et professionnelle a considérablement évolué après l'incident. Nous avons établi une frontière professionnelle claire tout en maintenant un profond respect mutuel. Nous avons fonctionné comme 2 leaders indépendants assurant un héritage d'entreprise. Lucille est restée ferme dans sa décision. Elle n'a jamais tenté de contacter Chan, ni ne lui a offert de secours financier clandestin. Elle a strictement appliqué la frontière de fer qu'elle avait tracée dans la salle de conférence, s'assurant que les fonds de l'entreprise ne seraient plus jamais utilisés pour subventionner ses échecs. Vivre cette profonde trahison m'a appris des leçons inestimables sur la survie.
j'ai réalisé qu'atteindre une indépendance financière absolue et cultiver une compétence professionnelle aiguisée formait l'armure la plus solide qu'une femme puisse jamais posséder. Lorsque l'illusion de mon mariage s'est effondrée, mes connaissances juridiques et mon levier financier m'ont protégé de la ruine totale. Personne ne peut voler les compétences techniques que vous développez ou la valeur opérationnelle que vous apportez. De plus, cette situation a clairement démontré que gâter aveuglément les enfants et les protéger des conséquences standards ne crée que des individus faibles, privilégiés et profondément égoïstes. La décision de Lucille d'établir une frontière de fer et de couper les ponts avec son propre fils n'était pas un acte de cruauté. C'était une intervention pragmatique nécessaire. C'était la seule méthode efficace pour forcer un individu chroniquement dépendant à affronter les dures réalités du monde et à apprendre à survivre par ses propres mérites. Merci beaucoup d'être resté avec moi et d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment votre temps et votre attention aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager vos réflexions objectives sur la manière dont ma belle-mère a géré la trahison de son fils au sein de l'entreprise. Faites-moi également savoir quelle leçon spécifique de cette expérience a le plus résonné en vous.